Maintenant que nous sommes capables de traduire un système d'équations différentielles dans le domaine de la place, et donc on quitte le domaine temporel, on avait des équations différentielles dans le domaine temporel, on quitte ce domaine temporel, on utilise un outil mathématique qui s'appelle la transformée de Laplace pour simplifier l'étude et la résolution des systèmes d'équations. C'est tout ce qu'il faut retenir, d'accord? Et du coup, on va encore faire un pas en avant sur l'interprétation et la facilité d'étude des systèmes en mettant en place ce qu'on appelle des schémas blocs. Et on va voir qu'on va traduire notre système d'équations différentielles par des schémas blocs. On est d'accord qu'on a défini la fonction de transfert comme étant égale à la sortie dans le domaine de la place divisé par l'entrée dans le domaine de la place. Et ce h de p, du coup, se traduisait par une fraction avec un polynôme de p au numérateur et un polynôme de p au dénominateur. Avec, je vous rappelle, les termes à connaître de gain statique, classe du système, ordre du système, les zéros, les pôles. D'accord? Ça traduit quoi, ça? Si on écrit cette fonction de transfert h de p égale s de p sur e de p d'une autre manière, on peut dire du coup que s de p, la sortie dans le domaine de la place, est égale à h de p fois e de p. D'accord? Puisque h de p, c'est la fraction de s sur e, ben s est égal à e fois h. Et du coup, le fait que s soit égal à h fois e, on va traduire ça, quand on crée un schéma bloc, par la représentation graphique qui est en bas du diapo, c'est-à-dire que j'ai e de p qui rentre dans un bloc h de p, je multiplie e par ce qu'il y a dans mon bloc h, et ça me donne en sortie s de p. D'accord? C'est la brique de base d'un schéma bloc, ça. Je crée un bloc dans lequel j'ai une entrée, et ma sortie, c'est quoi? C'est ce qu'il y a dans mon bloc fois ce qui est rentré dans mon bloc. Et je n'ai qu'une seule entrée par bloc, par contre. D'accord? Du coup, si j'ai qu'une seule entrée par bloc, des fois, on sait bien que j'ai des sommes de deux choses qui vont dans un seul bloc ou des soustractions. Et donc, j'ai besoin de 2-3 éléments en plus de ma brique de base pour créer des schémas blocs. C'est le bloc sommateur, par exemple, où j'ai E1 dans une entrée, E2 dans une autre entrée avec les signes plus au niveau de nos croix, là. Et en sortie, j'ai S de P, donc S de P est égal à E1 de P plus E2 de P. D'accord? Je peux avoir aussi un soustracteur ou un comparateur, parfois on appelle ça. C'est-à-dire que j'ai E1 de P qui rentre avec un indice plus et j'ai E2 de P qui rentre avec un indice moins. Eh bien, ma sortie S de P sera égale à E1 moins E2. Ça, c'est très simple à comprendre, d'accord? Et les flèches nous indiquent bien dans quel sens lire les éléments. Donc, il n'y a vraiment pas de souci à se faire. C'est vraiment accessible. Maintenant, avec ces trois briques de base, déjà, on va être capable de modéliser un moteur à courant continu. Vous avez appris précédemment dans l'année comment modéliser par des systèmes d'équations différentielles le comportement d'un moteur à courant continu. Le comportement, j'ai envie de dire, électromécanique, puisqu'un moteur, c'est un convertisseur avec en entrée une énergie électrique et en sortie une énergie, une puissance mécanique, on va dire. Une puissance électrique en entrée, une puissance mécanique en sortie. Et donc, là, on voit déjà la puissance de modélisation des schémas blocs et de la transformée de Laplace, c'est que ce soit électrique, mécanique, à partir du moment où je connais les équations qui font le lien entre les deux, ça ne va pas nous poser de problème. Et donc on va essayer de modéliser ensemble le MCC à l'aide d'un schéma bloc, en rappelant d'abord les équations différentielles dans le domaine temporel, en les passant dans le domaine de Laplace, en proposant un schéma bloc partiel pour chacune des équations et en remettant ensemble tous ces petits schémas blocs partiels pour faire un seul et unique schéma bloc global. Donc, on va le faire ça ensemble à partir de maintenant. Nous allons donc voir comment modéliser par schéma bloc un MCC, donc un moteur à courant continu. Donc, la méthodologie est la suivante. On connaît un certain nombre d'équations différentielles dans le domaine temporel qui nous permettent pour le moment de modéliser notre moteur à courant continu. Pour rappel, le moteur à courant continu, on peut représenter son modèle équivalent électrique de la manière suivante. Une inductance L, une résistance R, le tout traversé par un courant I de T, une FEM
E de T, et aux bornes du moteur, on applique une tension U de T. D'accord? Ça a déjà été vu. On a donc l'équation suivante, U de T égale L dI de T sur dt plus R fois I de T plus E de T. D'accord? Ça, c'est l'équation électrique du moteur à courant continu issue de la loi d'Émaille. Qu'est-ce qu'on connaît d'autre concernant le moteur à courant continu? On sait aussi que E de T, c'est égal à KE fois oméga m de t, avec oméga m de t, la vitesse de rotation en radians par seconde du moteur à courant continu. On sait aussi que le couple moteur fourni par le moteur à courant continu, il est égal à quoi? Il est égal à Kc fois I de t. D'accord? Et on sait également que on a l'équation mécanique qui régit notre système, qui nous dit quoi? Qui nous dit que le moment d'inertie de l'arbre moteur fois la dérivée de la vitesse angulaire est égal à la somme des couples agissant sur le système. D'accord? Avec pour la vitesse de rotation du moteur oméga m, et la somme des couples égale donc le couple moteur moins un couple résistant éventuel. D'accord? Donc on a J équivalent, le moment d'inertie équivalent ramené à l'arbre moteur. On peut se dire c'est l'inertie de l'arbre de sortie du moteur. Fois d de oméga m de t sur dt, qui est égal à quoi? Qui est égal à Cm de t moins Cr de t. Le couple résistant étant une cause extérieure. Maintenant, le couple résistant, on peut éventuellement le décomposer comme un couple résistant extérieur et moins ce que je vais appeler le couple visqueux. Le couple visqueux de T, c'est quoi? C'est le coefficient de frottement visqueux, petit f, fois la vitesse de rotation oméga m. Donc on va mettre avec C visque de T est égal à petit f fois oméga m de T. Donc là, on a toutes nos équations différentielles dans le domaine temporel. C'est ce qu'on appelle un système d'équations différentielles qui régit le comportement de notre système. Ici, c'est grâce au principe fondamental de la dynamique. Ici, ce sont les phénomènes électromécaniques du moteur à courant continu. Et ici, c'est la loi d'Émaille au sein du modèle électrique équivalent au moteur à courant continu. Je vais numéroter ces équations. J'appelle ça 1, j'appelle ça 2, ça 3, ça 4, et ça 4' ou 5. Disons 5 pour faciliter le suivi. On va voir maintenant que pour faire notre schéma bloc, on va passer ces équations dans le domaine de Laplace, les transformer en schéma bloc et associer les blocs les uns aux autres. Si je passe l'équation numéro 1 dans le domaine de Laplace, ça me donne quoi? Pour ça, je vais faire étape par étape. Je prends l'équation numéro 1. L'équation numéro 1, c'était cette équation-là. U de t égale LDI sur dt plus RI de t plus E de t. Donc ici, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a deux types de grandeur physique. On a des tensions, U et E de t, en volts, et on a I, un courant en ampères, ou une intensité en ampères. On va donc passer ça dans le domaine de Laplace.
ça me donne quoi? La convention veut qu'on remplace les lettres minuscules par des lettres majuscules pour les variables. Ça me donne quoi? Ça me donne U de P est égal à L fois D de I de T sur dt. C'est la dérivée de I de T. Or, la dérivée, ça revient à multiplier par P la transformée de la place de I. Donc, c'est L fois P fois grand I de P plus R fois I de P plus grand E de P. OK? Donc pour le moment, rien de bien sorcier, d'accord? La dérivée s'est transformée en P fois la transformée de la place de mon signal qui est l'intensité ou le courant traversant le moteur. Et du coup, j'ai U de P égale L fois P fois I de P plus R fois I de P plus E de P. Maintenant, si je veux associer un schéma bloc à ça, là, ça va être... La difficulté, c'est que je n'ai pas deux variables seulement, j'ai trois variables. J'ai U, j'ai I, j'ai E. Je parle de variables, c'est peut-être une erreur, on va plutôt parler de signaux. J'ai le signal U, j'ai le signal I, j'ai le signal E. Si vous êtes confronté à ce genre de situation, dites-vous que si vous cherchez à remplacer ça par un bloc, ça veut dire qu'il faut que toutes les grandeurs qui ont la même unité soient du même côté. Ici, U et E sont des tensions. Je vais donc les mettre du même côté. Ça me donne U de P moins E de P est égal à, et là, je vais pouvoir factoriser par I. Donc, c'est égal à L fois P plus R fois I de P. D'accord? Maintenant, pour pouvoir mettre en place la fonction de transfert, il faut que je définisse qui est l'entrée, qui est la sortie. On est sur un système, sur une modélisation qu'on appelle causale, c'est-à-dire qu'on considère qu'il y a un phénomène qui représente la cause de ce qui se passe sur le système. Et donc, s'il y a une des grandeurs qui est une cause, les autres sont des conséquences. Ici, si mon moteur se met à tourner, c'est parce que je mets une tension U à ces bornes. Donc c'est U que je vais considérer comme l'entrée. Et du coup ici, U moins E. Donc moi je veux sortie sur entrée, ce que je vais appeler H1 de P. H1 de P, c'est égal à la sortie 1 de P divisé par l'entrée 1 de P, fonction de transfert. C'est donc égal, la sortie c'est quoi? C'est le courant qui circule dans le moteur, qui est créé par quelle cause? Par U de P moins E de P. Or, I sur U de P moins E de P, ça me donne donc 1 sur R plus L fois P. J'ai donc ma première fonction de transfert. Et donc, je vais pouvoir créer mon premier bloc. Mon premier bloc qui n'est pas le plus simple. Hein, mais mon premier bloc qui n'est pas le plus simple, c'est quoi? J'ai U qui arrive. Je sais que c'est l'entrée de mon système, donc je le mets comme ça. Il arrive sur un soustracteur, puisque c'est U moins E qui va rentrer ensuite dans mon bloc. Et au niveau de ce soustracteur, j'ai quoi? J'ai E de P. Et U moins E, qui est le signal que j'ai ici, va traverser un bloc qui contient 1 sur R plus LP. Et je vais avoir en sortie I de P. OK? Ça, c'était pour l'équation 1. Maintenant, on va voir qu'il y a d'autres équations où ça va aller beaucoup plus vite. Ça, c'était un de nos blocs les plus complexes. Je vais l'entourer en rouge pour qu'on le retrouve facilement après. Maintenant, si je m'intéresse à l'équation numéro 2, je vais retourner la chercher. Mon équation numéro 2, c'était quelque chose d'assez simple. Mon équation numéro 2, elle me donnait, je vais la mettre en dessous par exemple, E de t égale KE fois oméga de t. Qu'est-ce que je fais? Je repasse ça dans le domaine de la place.
Ça me donne quoi? Ça me donne grand E de P est égal à KE. KE, c'est pas un signal, donc je le laisse en minuscule, hein, fois grand oméga M de P. D'accord? Ici, quelle est l'entrée, quelle est la sortie a priori de ce bloc-là? Bon, sur le système, qu'est-ce qui se passe dans la chronologie, au sens physique du terme? C'est parce que le moteur se met à tourner qu'il y a création d'une force contre-électromotrice E de P. Donc l'entrée, c'est plutôt oméga M de P. Et la sortie, ce sera plutôt E de P. Ici, je n'ai que deux signaux. C'est plus simple que tout à l'heure. Et du coup, si je veux E de P sur oméga M de P, je cherche ma fonction de transfert H2. Le chiffre, il est là simplement à cause de la manière dont j'avais numéroté mes équations tout à l'heure. H2 de P qui est égal à E de P sur oméga M de P. Et ça, c'est égal à KE. OK? Donc, ici, le bloc qui me manque, c'est ce qu'on appelle tout simplement un gain pur. Quand c'est purement proportionnel, la fonction de transfert, on appelle ça un gain pur. C'est juste le coefficient de proportionnalité entre les deux grandeurs. Et donc là, je reprends mon crayon rouge un peu épais. J'ai un deuxième bloc que je vais devoir associer à mon schéma bloc. OK? Ça, c'est fait. Je vais chercher mon équation numéro 3, où je la réécris. On s'en rappelle, vous pouvez retourner la voir si vous voulez, précédemment dans la vidéo, mais la fonction numéro 3, elle est assez simple. Hein. L'équation numéro 3, pardon, elle est assez simple. C'était Cm de t est égal à Kc fois I de t. Qu'est-ce que je fais? Toujours pareil, j'ai une équation dans le domaine temporel, je la place dans le domaine de la place, je fais la transformée de la place. Ici, c'est instantané. J'ai Cm de P, donc ici, pas de transformation de l'écriture, je ne peux pas, est égal à Kc fois I de P. Ici, si je cherche à faire un schéma bloc, je vais me poser la question, quel est le signal qui sera en entrée, quel est le signal qui sera en sortie? Dans la causalité de mon système, ici, c'est le fait qu'il y ait un courant qui circule dans le moteur qui crée un couple moteur. Donc, je vais mettre le courant en entrée, I de P, et c'est ce courant qui circule dans le moteur qui crée un couple moteur Cm de P. D'accord? Ici, on est obligé de se poser pas mal de questions parce qu'on part de la feuille blanche. Et donc, ma fonction de transfert H3 de P, que je vais injecter là-dedans, hein, c'est égal à quoi? C'est Cm de P sur I de P. Et donc ça, c'est égal à Kc. OK? Maintenant, l'équation. Donc ici, pardon, j'ai oublié, je complète mon petit bloc de schéma là, et je l'entoure en rouge pour le retrouver facilement. Maintenant, je vais chercher mon dernier système d'équations. Là, je vais aller le copier-coller parce que c'était un peu plus long. C'était mon équation 4 et 5. On va faire un lot puisque c'est visqueux, il apparaît directement ici. Je prends ce lot-là. Hop. Je me mets ici, CTRL V. Hop. Voilà. Parfait. Nickel. Donc, j'arrive avec ces systèmes d'équations-là. Ici, avant de faire ma transformée de la place, je vais faire un petit travail de réinjection de ce résultat-là dans cette équation-là. Ça, c'était l'équation 4. Et donc, je vais faire une équation que j'appelle 4', qui me donne quoi? Qui me donne JE fois D de oméga M de T sur dt est égal à Cm de T moins CR de T moins F fois oméga M de T. Je vais passer ça dans le domaine de la place.
Je réalise donc la transformée de la place. Ça me donne quoi? Ça me donne JE fois, c'est la dérivée, ici j'ai la dérivée de oméga m de t. Donc ça me fait fois P fois grand oméga m de P. Ça correspond à la transformée de la place de la dérivée de oméga m de t. Dans les conditions de Heaviside, condition initiale nulle, est égal à Cm de P moins Cr de P moins petit f, le coefficient de frottement visqueux, fois grand oméga m de P. On a dit quoi? Ici, encore une difficulté. Pourquoi? Parce que j'ai trois signaux différents. Oméga m, Cm de P, Cr de T. Ces trois signaux, il va falloir que j'identifie qui va de quel côté. Même astuce que tout à l'heure, quels sont les signaux qui ont la même unité? Ici, c'est évident, c'est oméga m qui est là en radians par seconde. Or, Cm et Cr sont en newton-mètre. Donc, je mets tous les oméga m du même côté. Ça me donne JE fois P fois oméga m de P plus F fois oméga m de P est égal à Cm de P moins Cr de P. Cr de P, ce n'est pas quelque chose qui est fonction de mon système à proprement parler, c'est la charge extérieure qui agit dessus. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas dépendant d'autres grandeurs. C'est une entrée sur mon système finalement. D'accord? Ici maintenant, je peux factoriser par oméga m de P, et après on se posera la question des causalités. Ici, j'ai du JE fois P plus F, facteur de oméga m de P, qui est égal à Cm de P moins Cr de P. D'accord? Alors maintenant, qui cause l'effet sur notre système? D'un côté de l'équation, on avait l'accélération de l'arbre moteur, d de oméga m de t sur dt, fois JE, c'est l'accélération de l'inertie ramenée à l'arbre moteur. Donc l'accélération qui est égale à la somme des couples. En fait, c'est parce qu'on applique des couples à notre arbre moteur qu'il se met à accélérer. D'accord? Donc, je vais pouvoir considérer que ce sont les couples qui sont les entrées. Donc la soustraction des deux correspond à l'entrée, alors que oméga m sera la sortie. D'accord? Ça nous donne quoi ça? Ça nous donne du coup qu'on cherche la fonction de transfert h4' de P, qui est égale à oméga m de P divisé par Cm de P moins Cr de P, et ça va être égal à 1 sur F plus JE fois P. OK? Et du coup, maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir associer un schéma bloc à cette fonction de transfert que je viens d'obtenir. Alors, j'ai Cm de P, qui sera issu de mon système, et j'ai Cr de P qui vient, non pas du système, mais qui est un événement extérieur qui vient perturber mon système finalement. Donc je vais le faire rentrer comme ça. Cr de P. Donc Cm moins Cr, je l'obtiens en sortie de ce soustracteur. Et je vais devoir multiplier ça par la fonction de transfert h4' de P, c'est-à-dire 1 sur F plus JE fois P. Et j'aurai en sortie grand oméga m de P. J'ai donc maintenant, je le réencadre en rouge histoire de garder ma méthodologie. J'ai donc maintenant le bloc associé à cette équation-là. On va donc voir à présent, en mettant nos 4 blocs côte à côte, comment les associer pour qu'il y ait deux entrées. D'un côté, la tension de mon système, qui est la vraie entrée que je maîtrise. De l'autre côté, le couple résistant, qui n'est pas une entrée que je maîtrise, mais qui est un cas de charge que je dois respecter parce que c'est contre ça que mon moteur lutte. Et en sortie, la vitesse à laquelle tourne le moteur, puisque c'est l'effet que je récupère au final, c'est le fait que le moteur tourne.
Je vais donc maintenant reprendre les 4 blocs que j'avais obtenus. Et on va se mettre sur un autre endroit du tableau pour voir comment on peut les connecter. Le premier bloc que j'avais, c'était ça. Ok, on voit qu'ici, on a U de P, notre entrée, E de P, I de P. Le deuxième bloc que j'avais, c'était ça. Ah, on voit ici que j'ai E de P, or E de P, ce que je vais vouloir, c'est qu'il retourne ici. D'accord? Donc pour le moment, je le place là, ou là, peu importe, mais je vois qu'ici, il y a juste le problème que E de P est de ce côté-là, donc je vais plutôt le faire revenir par là, si j'ai besoin. D'accord? Je vais chercher mon troisième bloc. Donc là, j'étais avec ces morceaux-là. Ici, j'ai ce bloc-là. Ah bah tiens, I de P, il était là. Je le retrouve ici. Ça me donne CM de P. Je vais chercher mon dernier bloc. Mon dernier bloc, il est où? Ah, il est là. J'avais CM, CR, oméga M et la fonction de transfert associée, bien évidemment. Alors, hop, là, je me perds un peu dans mon tableau numérique. Voilà, ici. Et là, je peux coller ça ici. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah, GCM, GCM, c'est la même chose. Donc, je peux les coller l'un à l'autre. Je peux les mettre comme ça, en réalité. Et donc, le seul problème, c'est que lui, j'aurais besoin qu'il soit mis dans l'autre sens. Mais, mis à part ça, ça ne me pose pas de problème majeur. Je regarde juste si je peux le faire. Non, je ne peux pas. Donc, en fait, si lui, je le retourne, je vais bien avoir oméga m qui est là, qui va re-rentrer dans ce bloc-là, et qui va pouvoir me redonner E de P. Et donc, à partir de cette association de trois blocs, je peux en réalité faire le schéma bloc de mon système complet. Ce que je vais faire maintenant, à la limite, je vais le faire en noir quand même, mais plus épais pour qu'on voit bien la conclusion. Mon système, qu'est-ce qu'il sollicite? On a, par convention, on met l'entrée plutôt à gauche, d'accord? Mon entrée, c'est U de P, la tension aux bornes de mon moteur. Cette tension, on voit qu'elle va rentrer dans un bloc soustracteur puisque j'ai l'effet de la force contre-électromotrice qui vient agir dessus. Donc j'ai E de P ici. Ça me donne quoi? Cette différence de tension va rentrer dans un bloc ici, issu des équations électriques, qui va me permettre de connaître le courant qui circule dans mon moteur. Ce courant, grâce au fonctionnement de mon moteur électrique, en le multipliant par le gain cassé, va me donner le couple moteur. D'accord? Ce couple moteur, hop là, pardon, là c'est un bug. Ce couple moteur, je vais y soustraire le couple résistant, CR de P, et je sais ensuite, de par la modélisation du coefficient de frottement visqueux et le PFD, en multipliant par 1 sur F plus JE fois P, j'obtiens ainsi la vitesse de rotation oméga m de P, qui est la sortie de mon système. Donc je la laisse partir vers la droite. Ceci dit, c'est aussi cette vitesse qui engendre ma force contre-électromotrice E de P. Et donc là, je vais réutiliser ce bloc-là, sauf que oméga m est ici, et ma sortie va être là. Donc je vais mettre mon bloc avec un KE ici. Et c'est bien oméga m qui rentre dedans. Je mets bien la flèche pour comprendre que cette fois-ci, l'entrée, elle n'est pas dans le même sens que d'habitude, mais l'entrée est à droite. Et je ressors, hop là, et je ressors sur E de P, ici. Et donc là, j'ai le schéma bloc complet d'un moteur à courant continu. Intérêt majeur, je vais pouvoir simuler le comportement de mon moteur en identifiant R, L, KC, KE, CR, c'est-à-dire le couple résistant qui s'applique sur mon moteur, le moment d'inertie équivalent et F, ce que vous aviez commencé à faire dans le TP précédent. Eh bien, je vais pouvoir
identifier tout ça et du coup derrière simuler sur des logiciels comme Scilab ou MATLAB le comportement de mon moteur ou même à la main déjà obtenir certains résultats. Voilà pour la modélisation par schéma bloc d'un moteur à courant continu. Maintenant qu'on a vu comment réaliser le schéma bloc d'un moteur à courant continu, nous allons pouvoir observer comment simplifier les schémas blocs. Parce que si on fait ça, c'est pour pouvoir avoir des simplifications. Lorsqu'on a des éléments en série, j'ai par exemple E de P qui rentre dans un bloc de fonction de transfert G de P, puisque la fonction de transfert d'un bloc ne se note pas forcément H. C'est souvent H, mais des fois on va avoir du G, des fois on va avoir F, des fois on va avoir M, ça dépend. Il ne faut pas rester fermé là-dessus. Donc j'ai E de P qui rentre dans un bloc de fonction de transfert G de P. De ce bloc G de P, j'ai U de P qui sort. Ce U de P rentre dans un bloc F de P, fonction de transfert F de P, et ressort S de P. La fonction de transfert équivalente, si je veux simplifier mon schéma bloc, et que je veux S sur E, ça va simplement être G fois U. D'accord? G fois F, pardon. Oh là là. G fois F. Pourquoi? Parce que j'ai U qui est égal à E fois G, et j'ai S qui est égal à U fois F. Donc au final, j'ai S qui est égal à F fois G fois E. Et donc si je veux S sur E, ça me donne G fois F, tout simplement. Lorsque j'ai des blocs en parallèle comme ça, avec un bloc sommateur, j'ai S de P qui est égal à E de P fois F de P, plus E de P fois G de P. Donc si finalement je mets E en facteur, je vais avoir S de P qui est égal à F plus G fois E de P. Et donc la fonction de transfert de ces deux blocs en parallèle me donne G plus F. D'accord? Maintenant, différentes simplifications qui sont assez classiques si je veux déplacer un bloc vers l'aval. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, j'ai E de P qui à la fois correspond à S de P et à la fois me donne une sortie U de P en parallèle de ça, mais en passant cette fois-ci par la fonction de transfert G de P. Bah, ce schéma bloc qui va être équivalent à E de P qui traverse, j'ai envie de dire, un bloc G de P, j'ai donc U de P, mais ce U de P, si je le fais repasser par un bloc 1 sur G de P, l'inverse de la fonction de transfert précédente, bah, je retrouve bien S de P, d'accord? En fait, c'est que de la logique, c'est que du bon sens. Hein. Il ne faut pas hésiter à griffonner ou brouillon au moins les équations et les multiplications qui ont lieu dans notre schéma bloc pour être sûr qu'on ne fasse pas de bêtises, hein, d'accord? Des déplacements vers l'amont, cette fois-ci, j'ai E de P qui rentre dans un bloc G de P, et là j'ai U de P d'un côté, S de P de l'autre. Eh bien, ça revient au même que de dire j'ai E de P qui rentre dans un bloc G de P, et c'est U de P qui ressort, et il rentre aussi dans un autre bloc G de P, et c'est S de P qui ressort. Évidemment, ici, si on s'arrête à U et à S, ça n'a pas de sens, mais il faut se dire que U derrière, lui, va subir un autre circuit, et S aussi, quoi. D'accord? C'est pour différencier parfois pour les systèmes assez complexes, quoi. D'accord? Et enfin, on en a déjà parlé lors de la linéarité de la transformée de Laplace, mais c'est important d'en reparler ici. On peut utiliser ce qu'on appelle le théorème de superposition. Qui nous dit quoi? Qui nous dit que la sortie du système est obtenue en additionnant les sorties obtenues en mettant les différentes entrées nulles une à une. Ici, par exemple, j'ai un système où ma sortie, c'est S de P, d'accord? Mais j'ai deux entrées. J'ai E de P, une entrée qu'on pourrait imaginer être la consigne, et puis ici j'ai un P de P qui pourrait être P comme perturbation. C'est-à-dire que mon système est perturbé, il y a quelque chose qui vient créer une perturbation et qui vient influencer ma sortie. Et bien pour connaître la sortie S de P en fonction de E et de P, qu'est-ce que je fais? Je me dis que j'ai une fonction de transfert H1 de P qui est égale à la sortie sur l'entrée quand je considère la perturbation comme nulle. Ensuite, je définis une deuxième fonction de transfert, H2 de P, qui cette fois-ci est égale à la sortie sur la perturbation. Mais je considère que je n'ai pas d'entrée. Je regarde simplement l'effet de la perturbation sur mon système. Eh bien, la sortie globale, ce sera E1 de P fois E de P, H1 de P fois E de P, plus H2 de P fois P de P. C'est-à-dire que j'additionne les deux sorties. Et ça, c'est lié à la linéarité des systèmes étudiés et de la transformée de Laplace. Et enfin, quand on a un système bouclé, et ça c'est indispensable de connaître cette formule-là, d'accord?
formule de Black, on a dit qu'on étudiait surtout des systèmes asservis, c'est-à-dire avec des retours d'état, et où on va comparer la sortie à une consigne. Donc on a souvent cette structure, quasiment tout le temps, cette structure avec une entrée moins S', qui est l'image issue d'un capteur, la boucle de rétroaction, là, B de P, E de P moins S' de P nous donne epsilon de P. Et on a la chaîne directe avec comme fonction de transfert A de P et la chaîne de rétroaction avec comme fonction de transfert B de P. Bon, ce qu'on appelle la FTBO de notre système, la fonction de transfert en boucle ouverte, FTBO c'est pour fonction de transfert en boucle ouverte, eh bien c'est la fonction de transfert qui nous donne S' de P sur epsilon de P. Ou on pourrait dire sur E de P, ce serait la même chose. Mais disons S' de P sur epsilon de P, ça nous donne A de P fois B de P. Donc la fonction de transfert en boucle ouverte du système, c'est la chaîne directe fois la chaîne de retour ou la chaîne de rétroaction. D'accord? Mais la fonction de transfert en boucle fermée de notre système, S de P sur E de P, donc cette fois-ci je prends vraiment le bouclage en compte avec le soustracteur. Attention, c'est bien un moins qu'il y a au niveau du comparateur, là, du soustracteur. S de P sur E de P, ça nous donne quoi? Ça nous donne A de P divisé par 1 plus A de P fois B de P. D'accord? Et donc c'est chaîne directe divisé par 1 plus la FTBO ou 1 plus chaîne directe fois chaîne de retour. D'accord? Et cette formule-là, elle est vraiment à connaître par cœur parce qu'elle sera extrêmement utile pour rapidement trouver la fonction de transfert globale d'un système bouclé plutôt que de rentrer dans des calculs trop complexes. S'il y en a qui ont des questions sur la manière dont on retrouve ce résultat de la FTBF, on pourra le faire ensemble lors d'échanges en ligne ou en classe, d'accord, pour que je réexplique avec une illustration directe. Voilà. Maintenant, j'espère que les choses sont claires, mais finalement, on se ramène à des choses simples, hein. Je le répète, on passe un système d'équations différentielles dans le domaine temporel à des équations polynomiales dans le domaine de Laplace qui nous permettent de mettre en place des fonctions de transfert. Ces fonctions de transfert, on va les traduire par des blocs très simples. Une entrée, un bloc contenant la fonction de transfert et la sortie. En associant ces blocs, on peut créer des schémas blocs plus ou moins complexes. On voit par exemple le moteur à courant continu où on peut avoir quelque chose d'assez conséquent, surtout quand c'est la première fois qu'on le fait, pour modéliser un moteur à courant continu. Mais derrière, ça va nous permettre de simuler et d'avoir, en connaissant le comportement de notre système, en connaissant les phénomènes physiques qui le régissent, on va pouvoir avoir une anticipation des résultats, on va pouvoir prédire son comportement pour une entrée donnée, et même pour une entrée plus une perturbation donnée. Et ça, c'est vraiment un outil fort, puisque sinon, ce ne serait pas du tout évident de pouvoir prédire, par exemple, la vitesse ou le comportement d'un moteur à courant continu, connaissant la tension d'entrée et le couple résistant qui s'y applique. Or là, ça devient accessible.